Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce jeudi. Nous sommes le jeudi 14 novembre 2024 et vous êtes bien sûr dans l'actualité en débat qui reçoit ce mardi Adam Adjoroumou, le responsable du journal Vision d'Afrique, et Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré. Abbas, bonjour. Oui, bonjour Anta, bonjour à tous les auditeurs, autrices qui nous suivent en ce Ce sont les moment. téléspectateurs. C'est hier que tu À étais tous les à téléspectateurs et Radio. téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. Et Comment ça va? ça va. Merci. Et Merci beaucoup. mais fan là qui anime Les dames de Mafao. Mafao. Mafao, oui, je les salue aussi. Ah bon? Moi, je suis sur plateau, tu ne m'as pas salué spécialement. Non. Tu salues les dames. Toi, tu es de là. Mafao. Je salue spécialement les femmes. Bon, Les femmes. Abbas, moi, je te dis au moins merci. Parce que hier, tu as fait ma soirée. Merci beaucoup. Adam, bonjour. C'est super. Bonjour Anita, merci pour l'invitation. Bonsoir, bonjour aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de la télévision Espoir 47. Bon, même si tu dis bonsoir, il y a les gens qui viendront suivre l'émission à 17h. Donc, c'est pas grave. Ok. Alors, ça se passe bien à la rédaction de Vision d'Afrique? C'est pas la grande forme, mais on tient le coup. Ça va aller à la togolaise. Le Togo a perdu contre le Libéria hier lors de la 5e journée des éliminatoires CAN Maroc 2025. Abbas qui suivait, il était concentré sur le match quand je suis venu le chercher. Abbas, finalement là, on a eu 1-0 à la 80. C'est 10 ou 6. Mais c'était après 80 minutes quand même. Après 10 minutes, avant 10 minutes de la fin. C'est 80 À la minutes. 80e minute. 80 minutes. Alors, une fois encore, on ne participera pas, le Togo ne participera pas à la phase finale de cette compétition. Oui, c'est la désolation totale. Déception. Peut-être que c'est ça qui décourage maintenant les gens. Comme toi, qui ne voulais même pas suivre, comme Abel et les autres qui étaient là, qui ne voulaient même pas entendre parler de ce match. Non, c'est pas qu'on ne voulait pas entendre parler du match, mais on se disait, c'est fini quoi. Oui, c'est fini parce que quand vous voyez la manière dont Dari est arrivé et avec ses problèmes qu'on posait, il n'a même pas eu le temps de préparer une équipe comme ça parce que quand vous allez à une compétition de telle envergure, il faudrait avoir des matchs de préparation, des matchs amicaux autres, mais on ne les a pas eu. Il est venu tomber directement dans la compétition de la CAN, où son premier match officiel était contre le Libéria. Or, ça, il ne peut pas en même temps voir la qualité des joueurs qu'il a. Et le problème se pose d'agencement et de connectivité des joueurs qui sont sur là. Et quand elle est arrivée... C'est peut-être la raison pour laquelle hier à la conférence d'après-match, il disait nous avons appris de nos erreurs et autres. Oui, mais on n'apprend pas de ces erreurs. L'erreur même que la fédération a commise, une grave erreur que la fédération a commise, c'est de faire mettre d'arrêt immédiatement sur les matchs. On pouvait faire comme la Côte d'Ivoire l'a fait quand le coach, le blanc là est parti. C'est son adjoint qui a assumé jusqu'à prendre la coach. Aujourd'hui, c'est l'adjoint là qui est devenu le coach et qui dirige bien. Avant le départ de Duarte avait comme adjoint le Kader Koubadia. Kader Koubadia connaît déjà le statut de notre équipe. Il gérait ça avec Paulo Duarte. Ils ont fait les matchs amicaux, ils ont su. Et il y a une ossature qui est bien posée. Kader devait terminer les éliminatoires de la CAN et après, on va prendre Dari qui va préparer en même temps l'équipe pour la CAN. Ça ne s'est pas fait. On vient, on le balance, lui aussi vient avec son staff, un Belge, un Blanc qui vient. Maintenant, on écarte même les cadres qui maîtrisent un peu l'équipe sympa et qui constitue l'équipe. Donc, c'est eux qui sont écartés.
Si bien que le premier match contre le Libéria, on devait le gagner ici, si Daré n'avait pas effectué des chamboulements au niveau de cette équipe, de cette ossature, parce qu'avec Dorothée, on avait une bonne ossature qui a commencé par faire le jeu contre le Sénégal, contre le Burkina et d'autres pays comme ça. Mais aujourd'hui, on a tout chamboulé. Par exemple, hier, ce qui s'est passé, on convoque un joueur blessé, capitaine Jane Dakonam. Il est blessé. Malgré tout, il a convoqué. Il l'a mis sur le banc. Quand tu le mets sur le banc... Et puis, c'est lui qui est à la base ouais, de... Bon, je ne dis pas ça pour lui jeter les pierres. Non. Mais peut-être, s'il était en bonne forme, il n'allait pas commettre l'erreur là. Laisse-le là-bas et puis il va observer. Même avec ça, il va donner des conseils à ses joueurs qui sont sur le terrain. Le gars est blessé, tu sais, et en deuxième mi-temps, tu le mets, tu détruis la défense. Il n'est pas dans sa forme normale. Marouf Tchakei, il est blessé à l'épaule. Il n'a pas fait appel. Lui n'est pas venu. Mais Dakonam est blessé. Laisse-le rester. Le prochain match, on va le mettre. Il n'a pas joué contre l'Algérie, mais la défense a tenu. Il avait joué à l'aller contre l'Algérie. On a pris combien? 5 buts à 1. Donc aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il s'est empressé de mettre. Et puis il a mis même le buteur Denke Kevin aussi sur le banc. Les occasions qu'on perdait là, ça devait nous donner quelque chose. Les erreurs qu'il a commises, c'est que le premier match contre le Libéria, Kevin Denke vient de marquer le but togolais, il le fait sortir dans les médias. Et les gens crient que pourquoi tu le fais ça? Il dit que c'était prévisible. Le changement était là, c'est parce que on ne peut pas faire ça. Un coach expérimenté ne le fait pas. Même quand vous prenez toutes les équipes, lorsque ça arrive qu'un entraîneur quitte et l'adjoint est là, l'adjoint continue. Vous voyez Donc, dans ce cas de figure, c'est la fédération qui a mal fait. C'est la fédération qui a mal fait. De laisser de côté l'adjoint à Duarte, oui, et d'amener un autre coach. Même quand Dubombe a réclamé Abalo Dossé de venir à ses côtés. Est-ce que vous avez une fois vu Abalo Dossé intervenir? Abalo Dossé est effacé complètement. Kader également effacé. Il joue avec son adjoint belge là, qui sont sur le terrain, qui donnent des consignes. C'est à Gassa seul que tu vois avec les gardiens en train de s'entraîner. C'est des erreurs qu'il nous faut. Et ça nous a coûté beaucoup. À chaque fois, lorsqu'on veut être éliminé, c'est sur nos propres installations ici. On ne travaille pas. C'est peut-être le vieux qui continue d'envoyer les choses. Non, laissez le vieux, c'est le travail. Le vieux n'a rien. On revient à vous tout à l'heure. Adam, dites-nous, la faute à qui? La fédération, le staff technique, c'est quoi au final? On va plus sauter dans les rues pour crier épervier, épervier. Oui, en ce qui me concerne, il y a très longtemps que j'ai perdu l'appétit du football togolais. Je crois que aujourd'hui les faits me donnent assez raison, mais sur cet aspect, je pense qu'il y a quand même des leçons à tirer, mais également à indexer un certain nombre d'erreurs qui datent de longtemps. Vous savez, moi, le départ de Duarte à la tête de la sélection togolaise, moi, j'avais dit que c'était une grave erreur. Parce qu'il faudrait quand même que l'opinion togolaise puisse être informée, surtout également nos autorités sachent véritablement que le Togo doit renaître de ses cendres. Et pour renaître de ses cendres, ça doit être un travail de longue haleine. Le Togo ne peut pas retrouver ses performances d'antan d'aussitôt, quelle que soit la performance des sélectionneurs. C'est vrai, sur le cas de Daré, il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant lui, si tel est que l'opinion togolaise n'était pas totalement exigeant vis-à-vis de l'entraîneur Douaté qui est parti, qui était en train de faire un travail de fond et qu'on devait laisser, même si lui-même... Peut-être que c'est ce qu'on dit à la population au début. On dit, non, la population... Il est là pour nous qualifier pour la CAN et puis il est venu, on n'est pas allé. Non, moi je pense c'était à côté ici, on n'est pas allé. C'est un mauvais élément de langage qu'on donne. Parce que le niveau de notre équipe, le niveau est très très bas. Non, il vaut mieux qu'on dise
aux citoyens lambda que c'est pour venir rehausser le niveau du football. Oui, il faut reconstruire le football. Et donc, si tel qu'on veut reconstruire le football et qu'un entraîneur arrive, il fait un travail qui est assez remarquable parce que Douaté, moi, je l'appréciais. Lorsque vous prenez au niveau des positionnements statiques, Abbas le disait tantôt, c'est vrai, lorsque vous le prenez, vous verrez que même si le Togo perdait, les performances de nos joueurs étaient à un niveau où vous savez que c'est une équipe qui est en train d'arriver. Malheureusement, ce travail n'étant pas fini, on change d'entraîneur et même l'entraîneur, au lieu de se focaliser sur les techniciens qui avaient travaillé avec Douaté, on semble dire qu'on a donc la boule de cristal qu'on amènerait, en tout cas, de nouvelles choses à proposer. Malheureusement, ça n'a été pas, ça n'a pas été le cas. Et on continue de pas descendre de fond en comble. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, il faudrait, si tel est qu'on veut garder Nibombé Daré, il faudrait quand même qu'on conjugue les efforts de Nibombé Daré avec les techniciens qui étaient là, notamment à Balou de Serre et autres, pour faire en sorte que les pépinières, parce que lorsque nous prenons les U17, sur qui moi je pense qu'on pourrait donc compter et surtout tirer également des joueurs qui évoluent, parce que nous avons de très bons joueurs, hein, lorsque vous prenez nos divisions intérieures, nous avons de très bons joueurs qu'on peut véritablement commencer par travailler, et c'est un travail, on peut perdre 2, 3, en tout cas 4, mais on sait qu'à la 4e, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui l'ont fait. Prenez aujourd'hui les performances du Burkina, même le Bénin a fait un travail comme ça, à l'époque où le Togo biriait. Vous avez vu, le Bénin était pratiquement absent à toutes les compétitions, mais à un moment donné, aujourd'hui, on ne peut plus se comparer au Bénin. Ça voudrait dire qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Donc, je pense que ce travail de fond a édifié nos autorités à pouvoir comprendre que pour que le Togo renaisse de ses cendres, ce n'est pas du jour au lendemain. Il faudrait quand même qu'on donne du temps à l'entraîneur qui arrive et que cet entraîneur-là puisse faire ce travail de fond et amener les Togolais ou pratiquement les supporters des éperviers à retrouver cette ferveur-là d'antan. C'est vrai, puisque moi, aujourd'hui, lorsque on indexe le colonel Akovi, de toutes les façons, depuis qu'il est là, c'est un constat unanimement établi. Le Togo n'a jamais connu une gloire en ce qui concerne la compétition, la plupart des compétitions d'ailleurs. Donc, quelque part, on peut pas. Ou bien c'est lui le juge après. On peut pas extraire ou soustraire nos analyses de cet aspect-là. Il faudrait quand même que, de toutes les façons, depuis Rock, il y a Gabriel Ami, ils ont quand même eu, lors de leur magistère, à faire en sorte que le Togo soit glorifié. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous avons un président de fédération qui ne veut pas partir. Malheureusement, on peut dire Est-ce qu'il est en fin de mandat? Quand on parle de partir. Non, mais la fois, vous avez vu tout le chamboulement qu'a connu, en tout cas la dernière, je me dis, l'Assemblée générale, dont qu'il a forcé, nous allons le dire ainsi, pour arriver, puisqu'on avait quelqu'un qui était là, mais du fil à aiguille, on voit cette personnalité-là être écartée, avec des formules que personne ne pourra donc comprendre, et on fait ramener la même personne qui d'ici crée la poisse, il faut le dire ainsi, puisque de toutes les façons, les éperviers, oui, qui jouent, mais il y a un président de fédération qui, depuis qu'il est là, le Togo ne fait que descendre. Donc, il faudrait quand même que cet aspect également soit vu, et que lui-même soit réaliste de faire le faire, parce que soyons réalistes, lorsque vous ne donnez pas les résultats, vous avez vu, les Français nous ont monté un exemple exceptionnel avec le DG de la brasserie, même s'il avait des motifs pour expliquer, puisque de toutes les façons, si nous prenons l'aspect juridique, il n'y a pas de motif de pouvoir l'incriminer. Mais la grandeur, l'aspect, l'opinion, tel qu'il a été donc braqué sur le sujet, l'a amené à démissionner. Donc je pense qu'il faudrait quand même qu'on commence par apprendre ce genre de choses et respecter l'opinion. Respecter l'opinion, Abbas, de son côté, Adam pointe du doigt le président de la fédération. Hein. Oui, Akovi est beaucoup plus responsable dans cette situation. Normalement, lui-même devait démissionner. Parce que pour 4 ce n'est pas lui qui joue, c'est pas lui l'entraîneur. Ce qui organise. Il est juste le président. On parle du président de la fédération de football. Si aujourd'hui E47 a des problèmes ici, qu'est-ce qu'on va noter? C'est le DG, le fondateur, qui va démissionner. Adam donnait l'exemple de la brasserie tout à l'heure. Donc, celui-ci, ce monsieur, je pense qu'il n'apporte pas une chance aux éperviers. Peut-être que c'est lui le vieux appris. On ne sait tu jamais. vois,
quand la CAN était à 8, le Togo se qualifiait. La CAN était à 16, le Togo se qualifiait. Avec, on est allé au mondial même. Et aujourd'hui, la CAN, depuis que la CAN est tombée à 24, est allée à 24 équipes, on ne se qualifie même pas. Et ça se voit que la Covid est arrivée. Qu'est-ce qui se passe? Lui-même ne va pas calculer que ceci là se passe. On amène un coach. On vient, on vous l'impose. Claude Leroy. Il vient, il chamboule l'équipe, il casse l'équipe en 2017. Et depuis 2017, le Togo n'arrive pas à se relever. Aujourd'hui, Paolo Duarte est venu. On lui donne, on dit qu'il a 3 ans pour reconstruire l'équipe. Vous savez, le Togolais est très très impatient. Le Togolais veut, le premier sorti Togolais veut ici et maintenant, quoi. Si vous ne gagnez en même temps, même mieux pour eux. Donc, quand vous ne gagnez pas, c'est que vous n'êtes pas un bon entraîneur. C'est maintenant que les gens regrettent le départ de Paolo Duarte. Et Paolo Duarte même lui regrette de partir comme ça. Parce que quelqu'un l'a trompé, il est allé en Arabie Saoudite. Et finalement, il n'a rien foutu. Parce que entraîner une sélection, c'est différent d'entraîner un club. Le club, c'est une équipe. Mais une sélection où tu es habitué à faire entraîner les joueurs et toi, tu vas t'occuper d'un club, ce n'est pas la même chose. On a vu des entraîneurs qui ont échoué, des sélectionneurs qui ont échoué en allant entraîner. Vous voyez qu'il est allé là-bas, il n'a pas fait 3 mois, on l'a éjecté. Mais aujourd'hui, l'autre est arrivé, Daré est arrivé, ce qui a fait que maintenant les gens aussi le jugent. Il dit que lui, il est là. L'objectif, c'est la qualification à la CAN et redorer le blason du football togolais sur le plan mondial. Tout ça là. Première CAN, 0 à côté. Maintenant, on est en train de jouer les qualificatifs pour le mondial. C'est la CAN que les gens attendent. C'est mondial, on va foutre. Donc le problème se pose là, l'organisation au niveau de la Fédération togolaise du football. Alors si on vous dit aujourd'hui de proposer un schéma pour que le Togo sorte de cette situation, c'est-à-dire CAN 2027, non 2029, on voit le Togo. 27, c'est 27, peut-être qu'on peut voir le Togo. Non, 25, c'est déjà passé, quoi. Non, 25, il y a 27. C'est ce que je dis. CAN 2027 ou peut-être 2029, on voit le Togo. Non, pour la CAN 2027... Si on vous demande de proposer un plan. Non, ce n'est pas à proposer. Le plan qu'il faut faire, c'est que si Ngombe Daré faisait ce qu'il est venu, il a dit qu'il veut constituer une équipe locale, on n'a pas encore un championnat national professionnel. On ne peut pas avoir une équipe locale constituée de être une équipe chose. Même quand vous allez au Sénégal, c'est les gens qui jouent à l'extérieur qu'on appelle pour venir jouer. Au Cameroun, c'est la même chose. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Il n'y a pas une équipe. Encore qu'au Togo, il n'y a même pas un championnat professionnel. Regarde à Pourvu, quand on est en train de parler. Il a dit qu'il va initier depuis là un championnat professionnel. Ça fait 3 ans que ça rate. Première année, on dit qu'il faut ajuster quoi. Deuxième année, on a déjà fait les textes. Peut-être que les conditions ne sont pas encore réunies. Voilà. C'est ça le travail, l'organisation au niveau de la fédération. Ça ne se fait pas. Ce qui ne fait pas le travail qu'il faut. Ça n'arrange pas le football togolais. Quand vous dites, vous prenez une décision, soyez strict et soyez rigoureux là-dessus. Vous dites que nous allons engager, nous allons engager. Cette année encore, le championnat professionnel a échoué parce que ils n'ont même pas donné de raison. Parce qu'ils n'ont pas pu rassembler tous les dossiers. Les équipes qui devaient jouer dans le championnat devaient en principe avoir des équipes féminines, des clubs féminins. Mais ils n'en ont des cadets, juniors, des seniors. Là, vous constituez une équipe. Ça fait que vous allez avoir une pépinière qui va remplacer les autres. Mais on ne l'a pas. Donc, il faudrait que chaque équipe, chaque club ait tous ces compartiments-là, junior, minime, junior, cadet, junior, senior, et équipe féminine, la même chose.
Mais si on n'a pas ça, on n'a pas encore une équipe professionnelle. On a aujourd'hui des écoles de formation, des centres de formation qui font le jeu. Et c'est dans ça qu'on puise les U17. Or, ces U17 là, lorsque souvent ça finit, il y a les agents des joueurs qui sont là, qui les envoient, qui les récupèrent en même temps. et qui les récupèrent en même temps pour amener dans des clubs. C'est le cas de Karim Derman. Nibombe Daré a changé le cas, il a changé la place à Karim Derman qui n'arrive plus à donner ce qu'il donne comme il le fait sous Paulo Duarte. Donc il y a toutes ces situations-là qu'il faut corriger. Et il a dit qu'il va corriger. On ne sait pas. Mais il dit qu'il a pris Abalo Dossé pour l'aider à détecter les locaux. Abalo Dossé est écarté. Comment vous allez travailler ensemble avec lui? C'est des problèmes qui s'est posés. On dirait qu'au sein du staff même, il y a un problème. Au sein du staff, les gens ne veulent pas parler. Parce que c'est le début, il ne faudrait pas... Mais si les gens ne parlent pas, est-ce que le problème sera résolu? Ça ne sera pas résolu. Ça ne serait même pas résolu. On a crié ici qu'on veut un entraîneur local. L'entraîneur local est arrivé. Et voilà les problèmes que nous avons. Je crois que c'est la deuxième fois qu'on a un entraîneur local. Non, on a des entraîneurs locaux depuis qui nous a amenés même à la CAN. Il y a Chanile Bana qui nous a amenés à la CAN. Et là, Chanile Chakala aussi, qui nous a amenés. Il y a Kodjovi Maona, qui était là. Il était sous Guler. Après, quand il y a problème, on le rappelle. Lui, il fait son travail. On a eu des entraîneurs locaux ici qui nous ont fait leur travail. Mais cette fois-ci, il y a problème. Le problème qu'il y a au sein de la fédération également. On dirait que le président de la fédération même a peur de prendre certaines décisions. Parce que s'il prenait certaines décisions de lui-même, il se décidait. Il disait que bon, Pablo Duarte est parti. On n'a qu'à laisser l'intérim à son adjoint, qui est Kader, puisque lui aussi, il a un contrat avec la fédération. Il a signé un contrat. Et Daré vient dire qu'il ne veut plus voir Kader sur le banc avec lui. Alors que Kader est directement lié par un contrat au ministère des Sports, au ministère de la fonction publique et à la fédération. C'est un fonctionnaire d'État. Tu ne peux pas venir l'écarter pour dire que non, que tu veux seulement... Non, c'est lui le chef. C'est lui. Si c'est lui le chef, c'est lui qui paye. C'est pour ça qu'il dit que la fédération n'est pas stricte et rigoureuse dans ses prises de décision. Là, comme nous sommes déjà engagés dans le championnat, dans la compétition de la CAN, laissez la juin continuer. Et vous allez juger. Vous avez vu quand Kadera a pris l'équipe A', il est en train de les qualifier pour le CHAN prochain. Les 2 matchs contre le Bénin, qui pensaient qu'il allait gagner le Bénin. Le Bénin a évolué maintenant en football. La prochaine fois, c'est le Nigeria qu'on va... C'est pour ça que moi, j'ai proposé la dernière fois, hier même quand c'est fini là. J'ai dit qu'il ne faut plus qu'on fasse appel à ces expatriés-là qui viennent avec des billets d'avion. Il y a une équipe locale ici qui joue le A', qui joue le CHAN. On pouvait le prendre. Parmi... Non, pas de plus. On prend l'équipe là, A' là. Elle joue. Et ça va lui servir en même temps de match d'entraînement pour continuer les compétitions. Parce que c'est la Guinée qu'on reçoit en dernière journée ici. Mais cette proposition-là, est-ce qu'ils vont l'accepter? Alors, Adam, avant qu'on ne passe à la revue des titres, Adam, je suis avec vous. Hein, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Oui, bien évidemment. Ah, ok. Eh bien, vous avez suivi un peu. Abbas, dans son développement, il a proposé quelques structures pour, on peut le dire, crise, hein, pour une sortie de crise. Je parlais du football, bien sûr. Oui. Parce qu'on a besoin de découvrir à nouveau le football. Je ne compte pas être alarmiste jusqu'au point où l'on parlerait de crise. Mais je crois que c'est de se reconnaître, de savoir d'où on vient, où on veut aller. C'est une question de principe stratégique qu'il faut mettre ensemble. Reconnaître que on ne peut pas, dans un délai aussi court, commencer par avoir, en tout cas, nos ambitions qu'on a connues entre-temps. Donc, c'est d'abord reconnaître cela et qu'on puisse avoir ou bâtir une communication pour dresser l'opinion, à partager ces mêmes
exigences avec le staff, le ministère ou la fédération pour éviter, puisque de toutes les façons, ce que fait le football, on le fait d'abord pour le Togo, on le fait d'abord pour les Togolais. Et comme tel, il faudrait quand même qu'on puisse composer avec cette masse-là que nous appelons la 12e personne, puisque ceux qui aiment le football, eux sont exigeants, ils veulent de suite avoir des résultats. Donc, si tel est le cas, il faudrait quand même qu'on bâtisse une communication qui puisse les temporiser et qu'on dise, voilà, nous avons un plan lié donc à nos ambitions, et après ce plan, vous commencerez peut-être par être exigeant vis-à-vis de nous en ce qui concerne donc des scores. Si tel n'est pas le cas et qu'on pense que du jour au lendemain, on pourrait donc arriver avec une formule pour, en tout cas, rendre fiers les Togolais, je n'y crois pas. Ça serait quand même vendre de l'illusion, ce que nous ne souhaiterons pas. Donc, quelque part, je pense que c'est un travail technique. Et se connaître, savoir, parce qu'il faut connaître ses lacunes. Moi, je n'ai jamais eu peur, hein. Je reconnais mes lacunes et je m'y mets. Voilà comment je fonctionne pour arriver là où je suis. Donc, je pense qu'on peut le faire si tel est que... Avec les mêmes hommes ou bien en changeant? Non, bon, les hommes, il y a près de la moitié de l'équipe nationale sont en partance. Hein. Ça, vous devez le savoir. Donc, on sait que, je le disais tantôt, en puisant dans les U17, mais également dans les sélections locales, pardon. Eh bien, nous allons passer à la une des journaux. Abel, on va commencer avec Vision d'Afrique. Vision d'Afrique qui a traité plusieurs sujets. Hein. Vous avez parlé d'abord de la COP 29 avec comme titre Afrique en quête d'un rôle majeur dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Vous avez parlé également de Nipang Namtougli qui est très engagé pour une justice équitable et accessible au Togo toujours. Dans votre parution de mardi, vous avez abordé la question du changement à la tête du district autonome de Lomé. Abbas a traité le sujet également, donc on va en parler avec Abbas. Mais vous, votre titre qui nous intéresse aujourd'hui est le suivant. Togo, valeurs religieuses et normes éducatives dans les écoles islamiques. L'approche proactive du gouvernement pour prévenir les dérives et renforcer la qualité éducative. Adam. Oui, et améliorer la qualité éducative au Togo, je pense que c'est surtout en ce qui concerne les écoles islamiques. Il faut d'abord remonter l'histoire et faire des références par rapport à certaines ratées. Et spécifiquement, nous avons ici fait l'approche avec le Nigeria, où plusieurs dérives ont été constatées au Nigeria dans ces établissements islamiques. Donc, je pense que c'est ce qui pourrait donc susciter, même sans le dire, par les autorités, notamment le ministre Kokoroko, qui en conseil des ministres avait fait la proposition, et cette proposition a été donc dupliquée à un axe stratégique d'action. Je pense que l'ancien président de la CNDH, M. Sissé, qui est le président de cette commission de régulation ou d'organisation des établissements islamiques, puisque lui-même étant donc professeur, puisque vous savez, on ne peut pas parler des établissements islamiques sans parler de l'Union musulmane du tout. Donc, dans la scène de l'Union musulmane, il est la personne ressource qui est chargée de pouvoir mieux organiser cet aspect. De ce dire, entre-temps, lui-même avait pris l'initiative, dévançant donc le gouvernement. Je pense que c'est de bonne guerre pour mener cet affront et pouvoir donc initier des approches qui puissent intéresser ou des approches assez radicales pour faire en sorte que l'école islamique soit au même niveau que les autres établissements confessionnels. On ne peut pas comprendre pourquoi vous prenez l'église catholique, vous prenez l'église protestante, vous prenez également aujourd'hui les assemblées dédiées, d'ailleurs même des églises méthodiques qui ont des établissements assez organisés, où le gouvernement a des référents qui n'est pas aussi différent que les autres établissements, d'ailleurs même qui sont des maillons essentiels qui fournissent des compétences assez nourries au gouvernement ou pratiquement au Togo.
Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Lui-même, il a été confronté à un fin de non-recevable. Il a été même lapidé de ses mots par certains chefs d'établissement. Voilà pourquoi, cette fois-ci, ayant remonté là-bas plus haut et que le gouvernement lui-même a pris l'initiative de pouvoir donc le faire, il a invité, d'après son recensement, les établissements islamiques peuvent se compter au moins à près de 400, sinon plus de 400. Mais lorsque vous voyez ce qui était là le jour où il avait initié cette première rencontre, voir ce qui pouvait être fait, comment organiser le secteur, je pense que la remarque était unanimement partagée. Très peu ont fait le déplacement. Ça voudrait dire quand même que beaucoup sont hostiles à ce changement-là, qui peut-être pourrait puis avoir des incidents financiers, puisque avec la fermeture des établissements que nous connaissons, il y a des mesures qui prennent également en compte des incidents financiers. Je ne sais pas si c'est ce qui fait peur donc à ces promoteurs d'établissements. Mais nous sommes dans une république, comme je le disais, au-delà de la qualité que l'on souhaiterait à tous les niveaux de l'enseignement, puisque le Togo venait donc de faire des records lorsque nous prenons certains classements en ce qui concerne sa qualité. Mais cette qualité de l'enseignement n'a pas pris en compte, en tout cas tout le secteur, en témoignant le fait que les écoles islamiques, si aujourd'hui on part dans l'organisation, ça voudrait dire quelque part que eux n'ont pas été pris en compte. Et s'ils n'ont pas été pris en compte, c'est justement parce que on n'a pas mis des alternatives en place pour permettre au gouvernement de pouvoir donc être dans la même dynamique que les autres établissements. Donc, quelque part, comme je l'ai dit, mais ce qui nous inquiète et que nous avons mené l'analyse un peu plus haute, c'est justement faire en sorte que, puisqu'on ne peut pas comprendre si nous parlons de la qualité, vous êtes plutôt fiers lorsque vous livrez des compétences qui sont assez appréciées, que ce soit au Togo ou ailleurs. Mais lorsqu'on veut l'organiser, vous devez plutôt être content, ou contrairement d'être hostile. Mais si les gens sont hostiles, ça voudrait dire quelque part qu'il y a des intérêts qui risquent d'être menacés, ou pratiquement il y a des dérives. Les gens ne sont pas d'accord que vous opériez ces changements. Oui, c'est ce que je dis. Ça veut dire si vous n'êtes pas d'accord sur une approche que le gouvernement trouve opportun pour partager, ça voudrait dire quelque part qu'il y a des intérêts que vous estimez des intérêts peut-être qui sont mal engagés, qui sont remis en cause, qui vont être affectés. Voilà pourquoi les gens sont aussi. Mais tout compte fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on évite que ces établissements soient des lieux d'endoctrinement. Parce que c'est ce qui s'est passé au Nigeria. Et si ça s'est passé ailleurs, ça pourrait également se passer ailleurs. Donc, c'est pourquoi nous avons mené ça plus haut pour interpeller ces promoteurs d'établissements-là à pouvoir être en phase avec le gouvernement pour mener donc, en tout cas, ces réformes-là et faire en sorte que l'établissement, les établissements islamiques soient au même niveau, au même dynamique que les autres établissements pour faire en sorte que nous puissions améliorer toujours ces indices-là qui font grandir le Togo en ce qui concerne les aspects d'éducation. Alors, Abbas, un mot à dire sur ce titre de Ada? Oui, non, parce que vous savez, l'école islamique, auparavant, c'était, c'est un peu banalisé au Togo, personne avait pris ça comme c'est une école comme ça. Or, on ne sait pas que c'est une école confessionnelle dans un État laïque. On devait la considérer comme telle par rapport aux écoles protestantes et catholiques. Ce n'était pas le cas. Ça fait que quand les gens sortent là, ils ont leur CPD ici, ou le BPC, on les envoie en Arabie Saoudite, ou quelque part comme ça. Et quand ils continuent, c'est pour aller leur mettre dans la tête autre chose, la manipulation de conscience, pour venir faire des prêches dangereuses pour la cohésion nationale. On a vu beaucoup qui sont sortis de là, qui reviennent, comme c'est le cas où on parle de Boko Haram. Quand vous arrivez là, c'est les gens de Boko Haram qui vous inculquent une certaine mentalité, vous venez vous donner. Quand vous revenez avec ça, c'est pour venir manipuler la conscience des gens. Maintenant que le ministre Kokoroko a décidé de les conformer, je pense que c'est une bonne initiative. Il faudrait qu'on fasse tout pour leur dire que l'école islamique est une école confessionnelle qui peut aussi fabriquer des intellectuels et qui peuvent servir l'État. Et non aller seulement et revenir faire des prêches, devenir des marabouts ou bien
des imams seulement. On a besoin de marabouts aussi. On a Peut-être. besoin de l'école ne forme pas des marabouts comme ça. L'école, donc maintenant que c'est fait, c'est que l'école normale, on doit faire les études normales. En plus de l'arabe, il y a le français qu'on doit apprendre là-bas. S'il faut l'anglais également, c'est ça. Comme ça, les cours doivent se passer normalement comme dans d'autres Comme ça, ils écoles. seront intégrés. Intégrés, pour être intégrés, il ne peut être capable. Nous sommes actuellement dans une période où les gens sont trop sensibles et que quand vous voyez les gens ressortir faire des prêches, quand vous allez au Mali, les imams là qui font des prêches, au Nigeria, ce qui a contribué à la violence et au terrorisme. Et quand on parle de djihadisme, c'est ça. Donc aujourd'hui, il faudrait que l'école islamique puisse intégrer comme école confessionnelle où les cours sont normalement distribués. À part l'arabe, on met aussi ça. Le Parce qu'il y français, a dans l'anglais. certaines écoles même laïques, on fait aussi l'arabe. Oui. On enseigne l'arabe. Donc, il faudrait qu'on harmonise les enseignements. C'est une bonne initiative que le ministère puisse, mais il faudrait plus que ça s'arrête là. Il faut appuyer pour que la commission dirigée par l'ancien président de la CNDH puisse y travailler. Le Mania libéré, à présent, Abel. Eh bien, revue des titres, rumeurs au sujet des retenues opérées par Orabank. L'OTR donne des précisions. C'est à travers un communiqué. Eh bien, accompagnement des jeunes des zones rurales, le chef de l'État inaugure le centre de ressourcement à Kara. C'était samedi dernier à base. Le Mania libéré, qui est dans les kiosques depuis hier, est revenu sur le sujet. Et le sujet qui nous intéresse, nous, dans cette émission, c'est la gestion des déchets dans le Grand Lomé, la priorité de la nouvelle gouverneure Zouréatou Kassa Traoré, une responsabilité commune. Abbas. Oui, vous savez, avant on disait Lomé, on appelait Lomé la belle. Lomé la belle, Lomé la poubelle. Lomé la belle, maintenant c'est devenu, on dit que Lomé la poubelle. Le constat est là et amer. Le comportement de nos concitoyens. Comme vous voyez les images sur la une, ça c'est une image prise à Lomé, dans le Grand Lomé ici, et c'est à Toblekopé que ça se passe. Donc, vous voyez, c'est le comportement de nous-mêmes qui fait que nous subissons ces gens de choses. Vous allez voir des gens assis en train de vendre, à manger à côté de ces poubelles, et les gens viennent acheter. C'est un problème sanitaire. Donc, à peine installée, Madame Kassa Traoré Zouréatou a pris sur elle, a s'est donné comme priorité de rendre la ville de Lomé propre, de faire tout pour que ça soit propre. Donc, elle a entre-temps effectué une visite au niveau du centre d'enfouissement qui est à Akepe pour se rendre compte de comment les choses se passent là-bas, qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est sur appel de ceux qui sont des agents qui travaillent là-bas, elle est allée pour s'entretenir avec ce monsieur-là. Donc, la dernière fois, elle a eu une réunion avec les mairies, puisqu'en principe, le rôle du gouverneur, c'est un représentant du pouvoir central qui doit travailler avec les maires et les préfets pour assainir beaucoup de choses. Et là, elle a travaillé avec les maires. On voit que dans certaines communes, la saleté est très, très avancée. Il y a le problème du ramassage d'ordures qui est un véritable problème. Nos déchets font 2 à 3 semaines avant que les collecteurs Même ne viennent. un mois plus. Parce qu'avant, il y a les collectes, ces collectes-là se faisaient par les tricycles et les jeunes passaient de maison en maison pour les prendre. Ça fait que les déchets ne font même pas 2 jours, 3 jours. Mais maintenant que les communes ont repris cette collecte, le problème se pose.
vous allez entasser vos déchets là. 3 semaines, le véhicule n'est même pas encore passé pour chercher ces collecteurs pour aller les mettre dans des décharges intermédiaires. Et ça pose un problème d'insalubrité et un problème sanitaire au niveau des populations. Donc elle a travaillé avec les maires et elle leur a demandé de mettre tout en œuvre. Les directions de services techniques ont aussi évoqué beaucoup de difficultés et que très souvent, lorsque même on enlève les déchets au niveau des services et des décharges intermédiaires, 2 jours après, ça remonte comme une montagne. Donc, ils ont des difficultés. Donc, il faut des moyens maintenant pour aider à évacuer ces déchets-là vers la décharge finale. Donc, le problème est très sérieux à son niveau. C'est un problème sanitaire. Et elle dit qu'elle va s'engager. Quand nous avons appris ça, nous avons dit qu'il faut en même temps saisir l'occasion pour la prendre au mot et voir ce qu'elle va faire, les moyens qu'elle va mettre en tant que gouverneur du Grand Lomé pour faire ce travail et amener tout le monde à faire comprendre que l'insalubrité n'est pas un bon truc. Est-ce que elle pourra arriver aux objectifs qu'elle s'est fixés sans la contribution de la population? Oui, c'est pour ça qu'elle a dit que la gestion, là, ce n'est pas elle seule, c'est un problème commun. Il faudrait que les populations comprennent le bien fondé de ce que c'est que être en face des déchets. Donc, il faut savoir que la population... Quelqu'un qui est dans sa maison et attend juste que la nature prenne une autre couleur pour venir déverser les déchets de la maison dans les caniveaux, tout voilà. Ça là. C'est un grave problème. Je pense qu'elle doit associer les médias pour la sensibilisation. Là, c'est la sensibilisation qui doit marcher. Après la sensibilisation, on parle de la carotte, ça. Et après, ce sera les sanctions. Parce qu'on a toujours dit, par rapport au comportement de nos populations, quand les gens vont jeter les ordures dans des caniveaux, même dans les rétentions, dans les tenues d'eau qu'on a faites là, c'est l'inconscience et l'incivisme. Donc, elle a un grand travail à faire. Elle a un défi à relever si elle veut atteindre son objectif qu'elle s'est fixé. Ce problème de ramassage d'ordures et d'amener les gens à comprendre l'utilité de ces ramassages d'ordures, de ne pas faire de ces ordures des dépôts, des dépôts inutiles qui font des problèmes, ça pose un véritable problème de santé. Entre-temps, il y avait Anazap qui avait installé les poubelles. Des poubelles. Il y avait même certaines sociétés civiles, des organisations qui avaient aidé à installer. Mais ces poubelles sont maintenant. Des fois, même quand les gens viennent, on jette. La poubelle est là, on jette le truc à côté de la poubelle. La poubelle est là, on jette. On sait, est-ce que vous allez à Accra, là, vous allez voir ces genre de choses, on vous punit en même temps, on vous arrête. Ici, il n'y a pas ça. Et ça continue. L'autre défi qu'elle a encore à relever, c'est le problème des effets tricolores. Ça aussi, ça donne on va en revenir tout à l'heure, mais pour l'instant, on va donner la parole à Adam de se prononcer par rapport aux déchets, à la gestion des déchets dans le Grand Lomé. Adam, vous avez suivi un peu le développement de Abbas. Vous avez un commentaire à faire? Non, bon, ce qu'il disait, c'est une évidence, hein, et unanimement partagée. Et puis, c'est la question de la gestion des ordures. C'est une casse-tête. C'est vrai que le problème est partout aujourd'hui, puisque, vous savez, le problème d'assainissement n'était pas l'une des priorités de nos gouvernants depuis des lustres. Ah bon? Oui, bien évidemment. Parce que lorsque vous prenez, en tout cas, l'ascendant de notre développement, c'est une question qui était reléguée au second plan. C'est ce qui nous prend aujourd'hui au coup. C'est vrai qu'il y avait des structures, mais dites-moi, est-ce que lorsque vous prenez les planifications politiques, et ça, il y a une politique rigoureuse et une volonté politique de pouvoir
mettre en place des structures d'assainissement dans nos localités. Il n'y en a pas, parce que là, je n'invente rien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on tend à être débordé. Puis c'est la question. Mais depuis l'installation des communes qui ont pris la chose en main, également, ce n'est pas toujours gai. Et ce que dit là-bas, je pense que c'est la commune de Golfe 5 qui était à la page en ce qui concerne cette question-là, compte tenu du fait qu'il avait eu certaines difficultés avec des collecteurs. Parce que vous savez, c'est la mairie qui affecte des moyens, eux-mêmes s'organisent donc pour organiser. Il y avait aussi Golfe 7 qui avait eu ça avec un dépotoir entre-temps qui servait de dépotoir intermédiaire avant donc le drainage vers le dépotoir final. Donc, mais je pense que quelque part, si tel est que nous voulons, au même moment que vous parlez du développement des infrastructures, tout, il faudrait quand même que, au même moment, nous parlons également de l'assainissement de nos communes ou sinon de nos villes. Sinon, moi, j'étais, il n'y a pas 2 semaines, je crois, au Grand Marché où j'étais monté sur un étage pour faire quelques achats. Mais lorsque vous voyez, c'est-à-dire qu'entre l'allée de l'étage et l'autre immeuble, c'était pratiquement des poteaux. C'est-à-dire on met des sachets à un niveau où le sachet veut maintenant. C'est-à-dire que depuis des luttes, c'est-à-dire que le truc a attiré tellement mon attention. Faites un tour également au grand marché de Diana. Oui, ça Quand a vous attiré... voulez aller à l'étage, bon voilà. Dieu, Vous il faut voyez, fermer ses narines. je vous assure. Il ne faut pas toucher les... Voilà, vous parlez même du Grand Naoui, qui est un grand marché qui dépend également du district autonome du Grand Lomé. Tout ce que nous disons là, c'est du district autonome du Grand Lomé. Et tous ces aspects-là sont connus de ces services-là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je pense qu'il faudrait qu'on ait une politique rigoureuse sur cet aspect-là. Sinon, demain, on risque d'avoir un développement, parler des infrastructures, mais à côté, lorsque vous avez des tas de poubelles qui traînent, à quoi sert donc ce développement? C'est ça, en fait, la grande question qui se pose. Eh bien, Abbas, vous vouliez aborder la question liée au feu tricolore. Ça me tient à cœur. Oui, pour le feu tricolore, je pense que ça devient un problème récurrent. Presque 90% des carrefours de la capitale, les feux tricolores ne sont pas fonctionnels. Et on a toujours crié, tout le temps on a demandé. C'est comme si on ne nous entend pas, ou bien on nous entend, mais on se dit on veut que ça va venir, ou bien on attend que nous mourrons au carrefour d'abord. Parce que ça, c'est... Avant de trimballer peut-être nos cercueils, déposer là-bas, faire des cérémonies, arranger les feux. La responsabilité incombe maintenant aux maires, c'est les maires. Or, vous allez voir que à certains niveaux-là, les feux tricolores sont partagés entre 3 communes. L'exemple de GTA. GTA. À Lomigan, c'est 2 communes. Golfe 2, Golfe 3. Golfe 4, Golfe 5. 4 et 5 à Lomigan. À Lomigan. Et ici, Golfe 3, Golfe 4 et puis 5 également au niveau de GTA. Il y a d'autres aussi comme ça qui sont restés. On ne sait pas qui va prendre la responsabilité de les réparer. C'est pour cela que nous avons évoqué le fait que ces feux tricolores comme... Les endroits où c'est encore dangereux, c'est que vous voyez à l'intersection, il y a les feux qui marchent de l'autre côté et de ce côté, ça ne marche pas. Ce qui fait que ceux-là, ils rentrent à tout moment alors que les autres démarrent. Parce que quand ceux-là, ça continue, ils croient que le feu ne fonctionne pas. Oui. Alors que les autres ils avancent. Ils avancent. Au moins, ils avancent, ils vont arriver là. C'est que c'est en ce moment que le feu va allumer pour que les autres quittent. Donc ça constitue un véritable problème. Ça fait partie également des priorités de la gouvernement. Ça doit faire partie des priorités de la gouverneure. Elle doit prendre ça en compte parce que c'est le Grand Lomé, c'est le DAGL qui doit prendre ça en compte et oublier ce que les maires sont entre le problème des communes. Puisqu'elle doit travailler avec l'ensemble des communes. Donc si c'est ça, elle doit faire tout pour trouver des moyens à ces communes. Là où, par exemple, j'étais avec 3 communes là, elle gère ça avec les 3 communes. Comment vous allez faire au niveau de l'Oméga, même chose. Parce qu'une capitale qui est là, vous arrivez, un étranger arrive, il voit que les feux tricolores du travail, ça ne donne pas une bonne image pour le pays.
Parce que après tout, c'est les feux tricolores là qui régulent la circulation. Si les feux tricolores sont là, Au niveau de Adido Gomé, Douane, c'est le Grand Lomé toujours. c'est le Grand Lomé. Le Grand Lomé, c'est jusqu'à Zanguera. Non, oui, il faut lui rappeler ça. C'est le Grand Lomé, donc jusqu'à Zanguera, Agoué, ici, et Toblokopé, c'est le Dago. Et c'est elle qui gère ça. C'est un truc de combien de kilomètres carrés. Donc, ça doit être dans ses compétences. C'est tout comme on dit maire de tel. Avant, on parlait de maire de Lomé. Maintenant, il y a chose à c'est le gouverneur. Avant, le président de délégation. Président de délégation qui a la tête de tout. Maintenant, il y a le gouverneur. Il y a chaque gouverneur. Vous avez vu que hier, le gouverneur de la région maritime aussi a pris fonction. Le gouverneur de la région des plateaux aussi a pris fonction. Donc, tout ça là, c'est pour favoriser l'approche de l'administration avec les populations. Et ces administrations doivent travailler dans l'intérêt de ces populations, faire de telle sorte qu'il n'y ait pas de grabuge en cas de chute. Le dysfonctionnement de ce fait tricolore là pose un grand problème de circulation dans notre capitale. Donc, elle a un défi aussi à relever là-bas. Nous allons l'attendre aussi de ce côté. Défi à relever, Adam, au niveau des feux tricolores. Oui, moi, bon, les défis, tout est prioritaire. Hein. Tout est prioritaire, donc tous les défis là. Parmi les priorités, il y a les priorités. Oui, mais les feux tricolores, c'est intrinsèquement lié donc à nos vies. Donc c'est ce qui nous préoccupe assez parce que aujourd'hui, lorsque vous voulez passer et que vous voyez, en tout cas le désordre aussi, il faut l'appeler aussi aujourd'hui comme ça. Parce que vous voyez, les feux, il n'y a pas de feu, les policiers sont à côté, on ne régule pas. Mais lorsqu'il y a le feu, on est là et on veut sanctionner. Voyez-vous. Donc, ça crée des problèmes. Voilà pourquoi j'estime que sur l'aspect des feux, cela interpelle urgemment le district autonome du Grand Lomé. Puisque également là-bas, il y avait aussi des cafés, puisqu'il y avait des mairies également qui s'en préoccupaient. Certains ont érigé des feux tricolores et sont interpellés pour la plupart de nos émissions à pouvoir donc intervenir. S'ils peuvent donc conjuguer ces efforts-là et faire en sorte que nous puissions avoir une permanence, une disponibilité de ces feux tricolores-là, serait bon d'abord pour prévenir des accidents et rendre beaucoup plus fluide, en tout cas la circulation. Surtout en ce moment de fin d'année. Merci, Adam Adjounou. Abbas, merci, c'est fini. Tu as déjà fini? Oui, c'est fini. Oh, on n'a pas vu le temps passer. Demande à Abel. Ah ben, c'est fini, non? C'est fini. Il reste 5 minutes, non? Ah bah, il ne faut pas intimider l'enfant, c'est fini. Merci à vous d'avoir partagé ce plateau avec moi, chers téléspectateurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi à partir de 9h. Au revoir.